Je vois qu'il y en a qui ont regardé le retour du roi il n'y a pas très longtemps, hein. L'histoire se centre sur Gideon. Donc, durant la période d'un jour chez nous et de 28 ans dans le royaume de la méchante fée noire où il a été élevé, et sachant que, ouais, s'il se passe autant de temps, quoi, genre, elle a vécu des millénaires. S'il y a une journée, si une journée se déroule 28 ans, quoi. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est pas clair ça, parce que il y a certaines choses qui doivent se passer logiquement en temps réel. À ce moment-là, donc est-ce que le temps s'écoule de façon très alternative? Des fois ça se passe super lentement, des fois ça se passe à la même vitesse que les autres, je sais pas. C'est pas super évident, mais c'est pas trop grave, ça, on a l'histoire qu'on s'attend un peu à voir, c'est-à-dire au début elle est emmenée par la fée noire et qui veut qu'il devienne son nouveau fils. Et il a son bouquin, le bouquin que lui a laissé Belle dans le berceau dont il est fait mention avant. Et ouais, c'était... Ils ont essayé de faire au mieux pour faire en sorte que ça colle avec ce qui a été dit avant, mais maintenant que c'est montré, c'est pas super. C'est un peu discutable, hein, c'est un petit peu discutable. Genre, la fée noire veut pas qu'il soit influencé par les bonnes paroles de sa mère, et donc pour ça qu'au début elle prend le bouquin, mais elle le détruit pas. Et donc, à un moment donné, on sait pas comment, Gideon a trouvé un moyen de lui piquer ce bouquin pour le lire. Et voilà. Alors que oui, si elle voulait vraiment l'influencer pour pas penser qu'il avait des parents qui pensaient à lui, etc., elle pouvait juste détruire le bouquin et vraiment l'endoctriner complètement. Mais c'est pas ce qu'elle a fait. C'est pour ça que... Ouais, tu gères pas super intelligemment ton fils, ma vieille. Hein, je te dis ça. Enfin bon, on remonte tout le passage qu'il avait déjà raconté à Rumpelstiltskin il y a quelques épisodes sur le fait qu'elle a torturé un de ses amis devant lui et qu'il a rien pu faire parce qu'il était pris par la peur et que c'est ça qui l'a un petit peu façonné. Et on passe à plusieurs années plus tard où il semble être à la botte de la fée noire, mais en revoyant son ami plus tard dans les mines et en voyant comment sont traités les autres, en se rendant compte de la lâcheté qu'il a eue, il est prêt à, une fois de plus, trouver un moyen de contacter la sauveuse pour qu'elle les aide à battre la méchante reine. La méchante reine, qu'est-ce que je raconte, excusez-moi, la fée noire. La fée noire qui a prévu le coup. En fait, elle a voulu plutôt tester Gideon pour voir si elle lui était fidèle. Et pas tant que ça, puisque il comprend assez vite ses remords. D'ailleurs, c'est très bien mis en scène. Tous ses remords, toute sa situation, le fait qu'il se plie un petit peu à cette situation, mais dès lors qu'il se rend compte de tout ce qu'il a fait et de ses regrets, il essayé de partir à autre chose. C'était très bien fait dans la mise en scène, ça. Et l'acteur le fait très bien passer, donc très joli ça. Bref, tout ça n'était qu'un test de la fée noire et Gideon y a échoué. Et pour le punir, elle décide de tuer son ami devant lui, et donc il le prend pas super bien. Après, ouais, niveau mise en scène, là par contre... Ouais, il reste un petit peu impuissant dans son coin sans bouger, quoi. Il y a son ami qui se fait capturer, il se laisse un petit peu faire. Il essaye à un moment donné de s'en prendre rapidement à la fée noire, mais après, je fais rien pendant que mon ami se fait tuer en se faisant transformer en insecte et tout et tout. Et donc, ouais, d'ailleurs, c'est un rappel à la poussière de fée noire qu'on avait vu utilisée par Blanche-Neige avant, donc c'est très bien. Il y a pas mal de rappels et de choses bien déjà faites avant, donc j'ai bien aimé ça dans cet épisode. Ouais, donc il se laisse faire un peu facilement et donc alors qu'il lui en veut, il est vénère et tout, il continue de se laisser faire par la fée noire qui lui fait un certain truc sur lequel on reviendra à la fin de l'épisode. Donc, dans notre présent, on va rapidement parler de Killian Jones dans son coin qui décide de passer un pacte avec le capitaine Barbe Noire pour retourner là où il se trouve grâce à un haricot magique, parce que Barbe Noire a des tas de haricots magiques. YOLO quoi, ça va, je vais trouver une poignée quelque part, y a pas de souci. Rumpelstiltskin il n'a jamais pu en trouver, mais le Barbe Noire il a pu en trouver, bien sûr. Enfin bon, il veut lui échanger son... Enfin, il le filoute pour le forcer à utiliser un haricot magique afin qu'il le conduise vers son Jolly Rogers qu'il a promis de lui donner. Voilà, seulement ça ne marche pas puisque, à nouveau, magie, des larmes, tout ça, il a fait un sort, Gideon, qui empêche
Killian Jones de retourner à Storybrooke. Et donc lorsqu'il balance ce haricot magique pour retourner à Storybrooke, à la place, il les envoyé aléatoirement, peut-être, j'en sais rien, au pays imaginaire. Voilà, il se retrouve au pays imaginaire où il reste des enfants perdus. Ouais, enfin des enfants perdus, hein, parce qu'à nouveau ce sont des acteurs très adultes et qui les pourchassent. Et ça se termine là avec Killian qui fuit les enfants perdus tandis que Barbe Noire le laisse à son sort. Sachant que techniquement on peut pas en partir comme ça en barque, donc ouais, Barbe Noire est un petit peu dans la merde lui aussi, mais on en a plus rien à foutre de lui, c'était sympa de le voir quelques minutes, histoire de dire qu'on l'a fait revenir à un personnage secondaire, et honnêtement je le dis, il y a beaucoup de personnages secondaires qu'on fait revenir là-dedans qui sont qui sont plutôt bien amenés sur le principe. Donc ouais, c'était plutôt cool à ce niveau-là. À Storybrooke, donc Emma est pas super contente de se faire forcer la main par Gideon, malgré le fait qu'il veut se débarrasser de la fée noire. Et c'est que maintenant qu'elle décide de demander à Rumpelstiltskin d'où il sort ce qu'il en est. Qui est cette fée noire qui veut tuer tout? Genre, ça fait plusieurs épisodes que c'est votre adversaire. La première chose que vous voudriez faire, c'est demander ses origines, ce qui le pousse à faire ce qu'il veut faire et tout et tout. Mais c'est que maintenant, vous demandez à Rumpelstiltskin, alors que vous savez que c'est son fils, hein. Ça a clairement été dit, mais maintenant, vous lui demandez. Nos héros, sérieusement. C'était complètement con ça. Donc ouais, il lui explique un petit peu tout ce qu'il en est, qu'il a été mal élevé par la fée noire et que c'est quelqu'un de très puissant, une espèce de big boss de la magie malfaisante, tout ça. Alors dans un sens c'est très intéressant de dire ça, dire que c'est à elle qu'on doit la super poussière de fée, hein, voilà, qui fait des trucs beaucoup plus puissants que d'autres et que c'est à elle aussi qu'on doit le sort noir, oui, parce que voilà, on dit vraiment que d'où ça vient ce sort, ça vient de la fée noire. C'est intéressant, quoi, de dire qu'il y a un big boss derrière tout ça. Et sur le principe, je suis content de voir qu'ils ont un petit peu instauré la fée noire dans la saison 3 avec sa baguette. Je trouve que ça aurait pu être encore plus fort, sincèrement, si vous aviez instauré davantage. Parce que vraiment, on l'a juste évoqué une fois dans la saison 3 et après plus rien. C'est un petit peu dommage. Après, comme je dis, c'est quand même bien meilleur que de ne pas l'évoquer du tout. Hein. D'ailleurs, ouais, ça me rappelle énormément un truc, j'ai parlé d'Angel il n'y a pas longtemps, ça me rappelle énormément la série Buffy avec le personnage de La Force en français, qu'on a introduit un épisode dans la saison 3. Et dans la saison 7 finale, ça devient le grand méchant de fin. Voilà, le grand boss de fin. Il y a un parallèle intéressant à faire maintenant que j'y pense. Mais ouais, c'est comme pour la Force, c'est un peu dommage que ça n'ait pas été plus instauré que ça. Et puis, je sais pas, mine de rien, pour la Force dans la saison 7, malgré tous les problèmes que j'ai avec la saison 7 de Buffy contre les vampires, la Force était vraiment présente tout du long. Hein. C'est un truc qui a été mis en place, on instaurait le mystère et c'est vraiment le big méchant du début à la fin de la saison. Là, c'est vraiment qu'en milieu de saison qu'elle apparaît et c'est vraiment que maintenant qu'on va vraiment se centrer sur elle. Donc, ouais, c'est un peu dommage. Vous auriez pu davantage développer son importance, ne serait-ce que dans cette saison. Parce que voilà, il y avait Hyde qui était une parenthèse presque, et il y a la méchante reine qui virait maintenant pour des raisons stupides, je le dis toujours. Il y a aussi le problème Jafar qui a plus été une souquette, histoire de dire que c'est là, mais ouais, c'est ce genre de choses qui n'apportent pas grand-chose à l'intrigue principale, qui font juste intrigue secondaire expédiée presque, et qui auraient pu être délaissées sincèrement au profit de ça, de l'histoire avec la fée noire. Ouais, c'est un peu dommage, je trouve. Pour une saison qui est, contrairement aux précédentes, se construit sur tout un arc entier, pas sur deux arcs distincts, et ben que vous ayez pas tant que ça mis en place l'arc autour de la fée noire.
Voilà, maintenant, c'est clair et net avec, à partir de cet épisode que ça va être la grande méchante, l'élément central et tout et tout. Et c'est pour ça qu'il y a de très fortes chances, si c'est bien géré par la suite, que ça me plaise sincèrement. Mais ouais, c'est un peu dommage. Un peu dommage que votre grand méchant de fin n'ait pas été davantage instauré. Quoi qu'il en soit, Emma finit par se dire d'accord. On va faire ça. Elle accepte de collaborer avec Gideon en échange donc de l'épée en question, l'épée magique qu'il a. Oui, parce que oui, c'est important ce truc-là. Il en parle rapidement, Gédéon, comme quoi, ouais, avec cette épée, j'étais censé canaliser tes pouvoirs au moment où tu crèves, parce que ça marche comme ça. Cette épée a été créée par la Fée Bleue. Mais il y a moyen de faire un truc sur cette épée, on ne sait pas comment, pour canaliser la magie de la sauveuse quand elle meurt. Logique. Bon, je suis un disque rayé à ce moment-là, hein, pour le ta gueule c'est magique, donc vous voyez, vous avez compris mon opinion à ce niveau-là. Donc, ouais, ils décident, semble-t-il, de se mettre d'accord au début, et c'est là qu'ils se font malheureusement attaquer par une araignée géante qui sort de nulle part, hein, qui a été invoquée par magie dans le manoir du sorcier, au passage, histoire de reprendre ce décor-là. Et donc il se barre, mais à un moment donné, Gideon nous la joue Gollum, parce que c'est clairement une repompe du Seigneur des Anneaux dans la mise en scène, en balançant Emma dans une toile et en la laissant crever pour pouvoir profiter de son pouvoir après. C'est clairement le retour du roi là, complètement. Et ouais, Emma commence à mourir petit à petit et donc l'épée commence à être imprégnée. Voilà, ça... c'est imprégné au moment où elle meurt, c'est quand l'essence de sa vie commence à diminuer, l'épée commence à être imbuée de son pouvoir magique. Mais heureusement, elle est sauvée in extremis par Rumpelstiltskin qui lui dit ce qu'il en est, c'est-à-dire que son fils a essayé de la tuer et qu'il n'est pas bon, qu'il ne peut pas se racheter. Ce qui crée une autre dissension où elle dit il est irrécupérable, il n'y a rien à faire. Ouais, il y a rien à faire, irrécupérable, on ne peut que le tuer. Hein. Elle le dit pas comme ça, mais c'est clairement ce qu'elle insinue, Blanche-Neige. Donc ce qui crée une dissension entre Rumpelstiltskin Belle et Emma Blanche-Neige. Hein, donc ouais, on peut pas se mettre d'accord et tout et tout. Et ça fait doucement marrer de la part d'Emma, de nos héros, de pas vouloir accorder leur chance à ce genre de personnes. Quand vous avez pardonné la méchante reine qui a essayé à plusieurs reprises de vous tuer, de gâcher votre bonheur. Vous avez apparemment pardonné à Zelena. Ouais, elle apparaît très peu. Donc ça me dérange pas personnellement, mais ouais, vous avez apparemment pardonné à Zelena qui est dans votre groupe maintenant, semble-t-il. Donc ouais, le fait que vous partiez du principe que Gideon est irrécupérable, tout ça, très... Ça colle pas des masses à votre doctrine, quoi. Je dis ça, je dis rien, mais... Ok, on va dire que c'était sous le coup de l'émotion, très bien. Mais voilà, on découvre à la toute fin que les actions de Gideon ne sont pas vraiment les siennes, puisque à la fin du flashback, la méchante fée noire lui a arraché le cœur pour pouvoir le contrôler à distance. Et c'est pour ça que Gideon a fait tout ce qu'il a fait. C'est pour ça qu'il a rendu son poignard à Rumpelstiltskin. Parce que, ouais, dans l'épisode 13, il a rendu son poignard à Rumpelstiltskin. Tu as le pouvoir de contrôler Rumpelstiltskin et tu l'abandonnes ce pouvoir-là. À nouveau, hein, comme grande méchante, je pense qu'on peut faire plus réfléchi que ça. C'est même pas... Enfin, j'imagine que c'est en partie pour susciter la confiance des autres. Mais quand même, tu aurais pu susciter cette confiance en trouvant d'autres moyens que de rendre le truc qui te permettait de contrôler l'être ultra puissant qui est Rumpelstiltskin, quoi, le super ténébreux, quoi. Non. T'es un petit peu... C'est très moyen, hein, quand on y réfléchit, ça. Mais
Mais ouais, quoi, ça crée cette espèce de drame sur le fait que, en fait, Gideon est mal perçu alors que c'est pas ce qu'il veut faire, en fait. C'est un drame plutôt intéressant sur le principe, qui, je pense, ne sera pas développé davantage, puisque, étant presque morte, Emma a réussi à donner suffisamment de pouvoir à la lame magique qui marche parce que besoin du scénario, et donc ça a créé un semi-portail duquel la fée noire a réussi à se glisser, et donc elle est libérée de son endroit. Ah oui, parce que j'en ai pas parlé de ça. Elle peut sortir de l'endroit où elle est confinée, mais seulement qu'une période de temps. Ça marche comme ça. Il y a une période de temps finie durant laquelle elle peut sortir de son endroit, du royaume dans lequel elle est. Et c'est ça qui lui permettait de capturer les enfants. Ok, vous pouvez rien faire contre ça. Vous pouvez juste lui permettre ça. Et puis, bon, c'est une période de temps finie, mais limitée comment? Parce que ça veut dire que la fée bleue s'est fait avoir comme une cruche et s'est à peine défendue pendant quelques minutes, quoi, en gros, c'est ça. Ouais, donc, ouais, c'est inutile la fée bleue en fin de compte. Donc, ouais. Règle un petit peu facile, je trouve, mais ouais, maintenant, elle est complètement libérée et elle va pouvoir sévir à Storybrooke. Ce qui veut dire que oui, c'est la grande méchante, elle est bien instaurée et tout et tout. Bon, il y a certains moments un peu faciles dans la mise en scène, mais ouais, c'est pas mal. J'aime bien le drame autour de Gideon. Sincèrement, j'avais un peu peur que ce soit un peu qu'il fasse un peu une sorte de géniard, un peu comme Connor dans Angel, comme j'en ai parlé, mais non, en fait, il est très intéressant ce personnage, et le drame autour de lui est très bien fait. Donc ouais, j'ai beaucoup de peine pour ce personnage, et c'est vraiment un personnage que j'espère voir s'en sortir par la suite, donc très bien foutu à ce niveau-là. Bon, il reste un dernier petit truc à dire par rapport à Henry. Oui, parce que pendant ce temps-là, il y a Regina qui est encore en train de travailler sur le sort pour défaire la malédiction du sommeil de Blanche-Neige et David. Ouais, c'est le truc que son alter ego ne pouvait pas l'aider à faire, ça. D'ailleurs, apparemment, son alter ego ne l'a pas aidé à faire grand-chose, parce que Regina le dit très nonchalamment que c'est bon, j'ai réussi à contrer la plupart des sorts de mon alter ego. Le sort de protection forcée de la ville, c'est bon, je l'ai fait, hors champ. Et hors champ, j'ai réussi à libérer ce dragon de la prison des miroirs. Hors champ. Voilà. Alors bon, hein, c'est cool de dire, j'ai trouvé un moyen, je vous explique pas comment, merde. Hein. et surtout, ça veut dire que la méchante reine, lorsqu'elle a reçu sa bonne conscience, n'a rien fait en fait. Je suis même pas sûr qu'elle ait spécifiquement donné des instructions, parce que voilà, elle arrête pas de galérer, Regina, elle n'arrive pas à trouver un moyen précis pour sauver Blanche-Neige et David de leur sort. Et elle a rien fait, quoi. Et elle a donné aucune preuve réelle de sa bonne foi, à part dire ah, maintenant je suis gentil, je suis désolé, quoi. Ah, à nouveau, ça rend l'épisode 14 extraordinairement gonflant. Sérieusement, je pense que l'épisode 14 est l'épisode qui m'a le plus énervé de toute la série. Hein. En termes de qualité, je peux pas dire que c'est le pire, mais c'est celui qui m'a le plus énervé. Waouh! Et surtout si en plus vous arrêtez pas de faire ce genre de truc, comme quoi elle a même pas essayé de participer à corriger ce qu'elle a fait, quoi. Bon, excusez-moi, j'ai fait ça rapidement, et puis je préfère encore à ce qu'on dise rapidement, ah, c'est bon, on a sauvé le dragon et puis au revoir, que de rester dans le pas clair sur son sort. C'est déjà bien de le préciser. C'est mieux que rien. Mais bon, pendant qu'elle fait ça, il y a Henry qui tout d'un coup est pris d'une transe, qui se met à écrire des symboles incompréhensibles sur une page, et il se dit, ah, ça doit venir de sa qualité d'auteur, qu'est-ce qui se passe? C'est là qu'ils viennent voir l'ancien auteur, Isaac. Comme je dis, il y a beaucoup de second rôles qui sont repris d'avant, donc c'est cool ça. Et Isaac leur dit que son rôle d'auteur le surpasse, et il n'aide pas plus que ça à expliquer pourquoi Henry est dans ses transes et comment s'en sortir. Parce que oui, d'après ce qu'il a dit, il va être à fond dans ses transes encore et encore. Et ce qu'il explique en gros, c'est rapidement, on arrive au dernier chapitre du livre, et ça veut dire que ce sera terminé complètement. Il ne se passera plus rien après.
Ok, donc ça voulait vraiment partir sur une fin là. Hein. Ça n'explique pas comment soigner, le sauver de sa condition ou quoi que ce soit, donc je comprends pas pourquoi vous acceptez qu'il se barre l'auteur après ça, mais bon, c'est comme vous voulez. Hein. Et ouais, donc le fait de toucher à la fin de l'histoire, comme quoi il n'y aura plus rien à raconter, c'est pas quelque chose de très judicieux en termes de logique pour moi, parce que ouais, quoi qu'il se passe, même si parce qu'ils disent ouais le dernier chapitre c'est le combat final de la sauveuse et ça va péter de partout et tout et donc ouais même si c'est dernier combat de la sauveuse etc. Je voulais dire qu'il y aura plus d'autres sauveurs après ça la grande méchante il y aura plus de grand méchant après ça ça veut dire quoi? Je- Voilà, il y a un truc que j'ai trouvé intéressant dans la saison 4 me semble-t-il, c'est le fait qu'il m'a dit à un moment donné, il y a pas de fin heureuse, et c'est pour ça que je trouve le concept tellement con en fait en soi de dire ah, une fin heureuse, il n'y a pas de fin heureuse, il y a un état du moment et puis tout peut chambouler à un moment ou à un autre. On se retrouve à un moment donné dans une situation où on a l'air d'être parti pour être heureux jusqu'à la fin du temps, mais ça peut changer à tout moment ça. Donc il n'y a jamais de situation de fin ou quoi que ce soit, donc je comprends pas très bien ce que ça veut dire ça. Il pourra toujours raconter d'autres choses après, Henri, puisque son histoire n'est pas forcément liée qu'à ses proches et des gens qui vivent à Storybrooke. Donc, pas clair. Pour moi, ça, c'est histoire de faire monter la sauce et de dire waouh, ça va être la fin, le grand combat final. Attends, préparez-vous, chers spectateurs. C'est ce que ça veut dire. Pour moi, c'était un peu forcé pour essayer de justifier l'importance d'Henri là-dedans d'une quelconque façon, sachant qu'il va rien faire de plus, j'ai l'impression. À nouveau, il a le pouvoir de changer la destinée comme il le souhaite, et, et je suis désolé, il a déjà fait nonchalamment à deux trois reprises, même quand il s'est dit qu'il le ferait plus, donc il peut faire ça, c'est Henri qui a le plus grand pouvoir au monde, là, tout de suite. Mais vous traitez ça comme si c'était pas grand-chose, comme si c'était quelque chose d'anecdotique maintenant, presque. J'ai presque l'impression que c'est ça. Donc, ouais, je suis pas. Le fait d'insister sur sa qualité d'auteur, pour moi, n'est pas une grande chose à faire dans votre narration, parce que ça me rappelle constamment ça. Le fait que votre principe d'auteur dans la saison 4 était très foireux à la base, et que ça ne. Et que ce n'est pas bien pensé en termes de logique dans la suite et que si on voulait vraiment prendre ça en compte, ce serait super cheaté. Parce que, ouais, c'est des pouvoirs d'omnipotence presque. Et donc, qu'est-ce que vous voulez hein mais voilà, c'est un truc qui me gêne depuis un bon moment, cette histoire d'auteur. Hein, à chaque fois qu'on y fait référence, ça me laisse de marbre maintenant. Donc, voilà, c'était histoire de dire, de faire grimper la sauce. Voilà, il va y avoir un grand combat final. Et ben voilà, il va y avoir un grand combat final. Et ben je suis plutôt impatient de voir ça. La Fée Noire a l'air plutôt fun, plutôt intéressante en termes de personnalité. Bon, en termes de plan, je trouve qu'elle pourrait être plus réfléchie, mais en termes de personnalité, c'est plutôt fun. Comme j'ai dit, la situation de Gideon est très touchante et j'espère que ça se finira bien pour lui. Et ouais, ça peut amener des conflits très intéressants. Voilà, donc j'attends de voir, j'espère maintenant que vous partez sur les bons rails pour terminer cette intrigue-là. C'est tout ce que j'espère. À très bientôt pour l'épisode suivant. Ciao!